Bienvenue dans le live de The Glad One. C'est le talk show. Vous connaissez d'ores et déjà et désormais, la nouvelle formule de The Glad One. Alors, on va inviter notre guest du jour. Donc, bienvenue à ceux qui découvrent The Glad One Live Talk Show. Moi, je suis ancienne médaillée internationale en athlétisme. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, je suis coach et thérapeute. J'accompagne les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et sur le bien-être après la carrière. Et bien, j'ai voulu justement libérer la parole, apporter une solution et apporter un discours différent. Voilà. Et donc, merci de nous suivre. Et pour ceux qui n'écoutent ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour que d'autres puissent le découvrir. Dans le live du jour, c'est un homme qui a marqué l'histoire du basket français. Avec le maillot tricolore, il a obtenu toutes les médailles possibles lors des championnats d'Europe, dont la médaille d'or en 2013. La médaille de bronze qu'on n'oubliera pas lors de la Coupe du Monde 2014, dont je me rappelle encore, j'avais un stress, c'était fou. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Et vous l'avez compris, j'ai le plaisir d'avoir dans ce live Monsieur Flo Pietrus. Bonjour, bonsoir, puisqu'il est tard maintenant. Salut Vanessa, bonsoir à tous. Ouais, écoute, j'ai eu beaucoup de retours. Tu as marqué, je ne sais pas si tu as conscience à quel point tu as marqué l'histoire du basket français et tu as marqué le cœur des gens. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont venus me voir en me disant « Ah, t'as Flo Pietrus en live, c'est trop bien, c'est génial, tu diras bonjour, etc. » Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ton quotidien? Est-ce que tu t'en rends compte quand les gens te parlent, qui viennent te voir, qu'il y a quelque chose en plus, que tu as apporté une âme supplémentaire à cette équipe de France? Maintenant un peu plus, avec le recul un peu plus. C'est vrai que au départ, je faisais le basket parce que j'aimais ça. Donc tout au long de ma carrière, j'ai toujours eu le souvenir du petit gamin qui était sur les terrains de Sainte-Anne en Guadeloupe, qui jouait au basket. Donc tout au long de ma carrière, c'est ce qui m'a animé justement à m'entraîner et toujours prendre plaisir. Donc aujourd'hui, avec ma retraite, je prends plus conscience de ça parce que les gens, ils me le disent. C'est vraiment les gens qui me le disent, qui me remercient forcément pour tous les joies et tout ce que on a apporté à l'équipe de France et au basket français. Mais c'est vrai que moi, au départ, je faisais vraiment ça pour le plaisir. Donc, j'avais vraiment pas conscience de tout ça. En fait. T'avais pas conscience de l'ampleur de la situation. T'avais pas conscience que ça dépassait ta simple passion du ballon orange, de la balle orange, comme on dit. Et c'est vraiment dans l'après-carrière, tout au long de ta carrière, toi, tu t'étais juste concentré sur ta passion. Ouais, ma passion, mon métier. Donc voilà, moi je le voyais comme vraiment une passion qui est devenue un métier. Et moi je ne voyais pas au-delà de tout ça. C'est vrai que on est dans un milieu où faire plaisir aux gens, ça fait aussi partie du métier et du milieu. Mais c'est vrai que vraiment à la fin de ma carrière où les gens ils viennent me remercier et j'ai des messages vraiment très très touchants et je me dis ah ouais quand même j'avais pas conscience de tout ça parce que pour moi ça a toujours été un plaisir d'être sous les terrains et de pouvoir aider mes coéquipiers et mes équipes respectives. Mais qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens du coup quand ils viennent te voir et qu'ils te disent, je sais pas, qu'est-ce qu'ils te disent d'ailleurs quand ils viennent te voir? Ils te disent merci? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, merci pour tous les moments que j'ai pu leur procurer. Donc voilà, c'est vrai qu'à la base de tout ça, quand j'étais petit, j'avais pas vraiment, comment dire ça, je vais pas dire l'envie, mais espérer ne serait-ce faire ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Ouais, c'était un Donc, rêve inaccessible finalement. L'équipe de France, tu pensais même pas, c'était trop loin. non, c'était beaucoup trop loin. Pour moi, quand j'ai commencé le basket, c'était vraiment pour m'amuser avec mes frères et sœurs, mes amis, mais c'était vraiment loin de moi tout ça. Donc c'est venu grâce à mon travail parce que quand je m'engage dans quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que j'ai pris plaisir justement à m'entraîner. Et plus tu t'entraînes, plus tu vois des résultats, et plus tu as envie de continuer. Donc je pense que l'amour du basket, je l'avais. Mais c'est vrai que c'est devenu un métier petit à petit. Donc au départ, c'était juste une passion que je partageais avec mes amis. On va revenir à ton
ton après-carrière, parce que tu es retraité des terrains de basket depuis 2020. On va prendre le pouls de ton actualité, on va savoir où tu en es aujourd'hui. Mais avant, justement, c'est important, là, tu es en train de parler de tes débuts à Sainte-Anne, sur un terrain qui n'était pas très loin de chez toi. Et tu as eu un frère qui a eu une carrière quasiment parallèle à la tienne. C'est relativement rare qu'on voit se développer. C'est de plus en plus fréquent maintenant, mais c'est vrai que vous étiez les frères Pietrus et tout le monde en parlait en équipe de France. Donc comment ça a commencé? Je sais que aussi tu as une histoire. Tu as sorti un livre en Ouais, 2014. Donc, comment ça s'appelle? Rappelle-moi le nom de ton livre. je n'ai jamais été petit. Je n'ai jamais été petit. C'est le cas de le dire. Combien tu mesures? 0,2. Donc courez vite, hein, parce qu'il y a des anecdotes croustillantes. Moi, je l'ai lu ce livre. Il est sorti il y a quelques années, En hein, 2014, 7-8 ans. ouais, Ouais, en ouais. 2014. Donc je l'ai lu. Ah bah, ça fait Ouais, 10 ans tout pile. ouais, Ouais. ça fait 10 ans tout. Ah ouais, tu vois, comme quoi je l'ai lu à l'époque et c'est vrai que j'avais le sentiment, puisque on va le dire, on se connaît relativement bien dans la vie, mais j'avais le sentiment de te connaître. Et en lisant le livre, j'ai découvert des choses, des moments touchants aussi, des moments inattendus, notamment la relation à ta mère et ce que ça a créé dans ton après-carrière, enfin, dans toute ta carrière finalement. C'est ça aussi qui t'a donné un peu un Donc, élan. ouais, je pense que ça a été mon moteur, hein. Je pense que dès que je suis parti de la Guadeloupe à 15 ans, ça a toujours été mon moteur. Et je pense que ça l'est toujours, hein. Quand tu sais, quand tu perds un être cher super jeune, c'est jamais évident. Ouais, tu avais Mais quel âge quand tu as ouais, perdu ta on maman? avait 12 ans. Hmm. 12 ans, donc voilà, ça a été des moments très compliqués. Mais c'est vrai qu'en partant de la Guadeloupe à 15 ans, je me suis fait une promesse, mais j'ai surtout fait une promesse à ma mère mais de réussir dans ce que j'allais entreprendre. Donc, même s'il y a eu des moments très compliqués quand tu arrives à 15 ans, même si j'ai été super bien accueilli à Pau, mais il y a des moments, les week-ends, ben, forcément, tes coéquipiers ils partent chez eux et toi, tu te retrouves un peu tout seul au centre de formation. Ben, tu craques des fois. Mais je me suis toujours dit que je savais pourquoi j'étais là. Peut-être j'avais ça en plus que les autres, parce que j'avais déjà cette détermination-là, mais surtout j'avais un moteur qui m'a pas quitté. Donc voilà, ça a été des moments très compliqués, mais quand je retrace tout le long de ma carrière, je suis plutôt très fier parce que c'était pas un combat facile, c'était pas gagné d'avance, mais je suis vraiment fier déjà de ce que j'ai accompli, mais surtout ce que je suis devenu. Et je pense que ça dépasse au-delà de tous les titres que j'ai pu gagner et tous les moments que j'ai pu partager avec mes Ouais, coéquipiers. je crois que tous ceux qui nous écoutent ne peuvent que dire que tu as de quoi être fier. Tu parlais tout à l'heure de la solitude de tes débuts. C'est vrai que c'est un sujet qui est peu abordé, mais c'est une réalité. Hein. Quand on a 12 ans, quand on a 15 ans, quand on a même 20 ans et qu'on quitte son île. Moi, je dis souvent qu'entre les Antilles et la France, on n'a qu'un seul lien. Évidemment, le gouvernement, mais la langue, le français. Ouais, Mais en dehors de ça, on partage pas grand-chose. Hein. On partage ni la culture, ni même l'humour. On n'a même pas le même humour. Donc c'est vrai que s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle façon de s'entraîner, ça doit pas être facile quand t'es petit. non, c'était pas du tout facile, hein, je vais pas te le cacher. Il y a plusieurs fois, j'ai voulu abandonner, mais Dieu merci, ça a jamais duré très longtemps. Mais demander à un jeune adolescent de partir, de laisser sa famille, ses amis, la culture, la chaleur et arriver en France, même si encore une fois, je le répète, j'ai été super bien accueilli, mais ça remplace pas tout le lien familial et que j'avais là-bas. Donc il y a des moments forcément, ben, j'étais triste, j'étais pas bien, mais il a fallu trouver, puiser en moi la force que je soupçonnais pas. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup appris sur moi, d'où aussi le titre de ma biographie, parce que j'ai dû grandir plus vite que les autres en fait. Donc du coup ouais, j'ai appris sur moi, j'ai pris sur moi, et mon moteur, ça a toujours été ma mère. Après, l'année d'après, j'ai eu mon frère qui est arrivé. Lui, contrairement à moi, il a pas du tout vécu la solitude on était deux. Et je suis vraiment fier du parcours qu'on a eu, que ce soit lui en NBA et moi en Europe. Je suis vraiment fier de ça parce que au départ, ouais, rien n'était écrit. Donc voilà, quand je vois tout ce qu'il a accompli en NBA, quand il a joué ses finales en 2012, en 2009, ouais, j'étais vraiment fier de ça parce que je me retraçais tout le parcours qu'on a eu quand on était jeune adolescent.
On sait, enfin pour tous ceux qui suivent mon Instagram, ils savent que l'après-carrière, c'est un sujet important pour moi, mais aussi la santé mentale. Et quand tu disais que une fois qu'il est arrivé à Pau, bah, il avait son frère, mais toi, tu as vécu une partie tout seul. Comment t'as surmonté tout ça? Est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce que tu avais quelqu'un qui parlait? Comment tu as Non, fait? non, tout seul, hein. Tout seul, c'est vrai qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, ils sont très accompagnés, que ce soit physiquement, mais aussi moralement, avec des coachs mentaux. Mais c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, ça n'existe pas. Ça n'existait pas, justement, c'était au contraire, il fallait pas le dire, parce que tu dis que tu es un coach mental, ils te prennent pour un fou ou un malade. Mais c'est vrai que ça a été très difficile. On apprend à se construire un peu tout seul. Mais aujourd'hui, Dieu merci que les jeunes, ils sont vraiment bien accompagnés, encore une fois, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, parce que c'est aussi en dehors du terrain qu'un sportif aussi de haut niveau se révèle. Donc voilà. Comme je dis, j'ai dû apprendre un peu tout seul, quoi, parce que avant c'était un peu mal vu. Ton frère, lui, a eu un parcours américain, donc c'est vrai que la notion de coach et d'accompagnement mental a un écho différent aux États-Unis. Est-ce qu'en arrivant à NBA, il a eu tout de suite accès à un autre accompagnement au-delà du physique? Est-ce qu'il a eu un suivi? Ben, bien sûr, il a eu un suivi, surtout il arrive dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat où il faut pas se le cacher, il y a beaucoup de tentations, donc forcément, tu dois être aussi très carré et surtout avoir la tête sur les épaules, donc forcément les joueurs qui arrivent de l'Europe et qui arrivent en NBA, forcément ils sont suivis aussi psychologiquement parce que c'est tout nouveau, il y a tellement de choses qui se passent en NBA, ça va tellement vite, donc forcément ils sont accompagnés. Donc voilà. C'est vrai que là-bas aux États-Unis, c'est plus comment dire ça, c'est plus j'arrive pas à trouver le mot. C'est plus vulgarisé, on Ouais, va dire, c'est accessible. voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les Américains parce que être un athlète, c'est pas que être bon sur le terrain. Il faut être aussi bon en dehors du terrain. Et en dehors du terrain, il faut faire fonctionner la tête. Donc, Est-ce que tu as eu accès à ça en France? Est-ce que tu as voulu tenter? Est-ce que tu as eu des expériences à te faire accompagner autrement que non, physiquement? pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'avec avec le recul, j'aurais bien aimé parce que je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait pu m'aider parce que forcément, quand tu es athlète de haut niveau, il y a des hauts et des bas. Et forcément, quand il y a des bas, il y a pas, à part la famille et les amis proches, il n'y a pas grand monde qui peut te conseiller. Donc voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir un avis extérieur et de parler à quelqu'un d'extérieur de ton milieu parce que bon, on a beau dire c'est super important d'avoir la famille proche et les amis, mais je ne sais pas s'ils ont assez de recul aussi des fois pour nous donner les bons conseils. Et puis, Donc voilà. clairement, je pense que la volonté est longue. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une histoire de clé, de pouvoir avoir du recul et t'apporter des outils parce que écouter, c'est une chose. Maintenant, apporter des réponses concrètes, c'est encore autre chose pour performer, parce que c'est la réalité du terrain pour performer, pour durer. Et ça, c'est fou, parce que tu as une carrière qui a duré, donc bravo à toi, parce que tout seul, tu as réussi à trouver les ressources. Et forcément, quand on trouve les ressources comme ça, on devient super humain, j'ai envie de dire, anti-fragilité qui crée l'homme que tu es, et un homme fort. On aura l'occasion d'en reparler et tu sauras pourquoi je dis un homme fort. Comment tu expliques le fait que ton frère et toi, vous n'ayez pas eu la même trajectoire de carrière? Pourquoi lui, je vais dire atterrir, comment il a atterri en NBA et pas toi? Comment il a atterri? Pour la simple et bonne raison, par son travail, par son travail tout simplement. Et voilà, après Mike, c'était un bosseur. Et voilà, il arrive en NBA. Mais moi, contrairement à Mike, il y a 25 ans, le basket a beaucoup évolué. C'est pas du tout le basket qu'on voit aujourd'hui. Le basket qu'on voit aujourd'hui, être grand maintenant, c'est peut-être pénalisant. Alors qu'il y a 25 ans, il cherchait que des grands. Et moi, avec on va dire mon petit 2,02 m, au poste où j'évoluais, c'était vraiment très compliqué de partir NBA parce que c'était des joueurs qui faisaient au moins 2,10 m. Donc voilà, aujourd'hui, si j'avais à refaire
bah, si je commençais le basket aujourd'hui, vu comment le basket a changé, j'aurais toutes mes chances parce que j'ai travaillé pour, chaque jour j'allais à l'entraînement, c'était pour l'objectif d'aller le plus loin possible. Et encore une fois, je suis quelqu'un de très croyant aussi, donc voilà, si mon meilleur c'était jouer en Europe, ben, je suis très fier parce que je sais que chaque jour je partais à l'entraînement, c'était pour devenir le meilleur basketteur possible. Donc voilà, je me dis juste que c'était pas mon chemin. Je suis très content du parcours que j'ai accompli en Europe. Et voilà, je me suis donné le moyen. Et encore une fois, hein, que ce soit moi ou que ce soit Mike à NBA, on a fièrement représenté la famille Pietrus. Ouais, et c'est pas volé. C'est clair que vous avez eu tous les deux une belle carrière et personne ne pourra le contredire. Qu'est-ce que tu regrettes dans ta carrière? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Rien, rien. Vraiment rien parce que d'où je viens, c'est déjà exceptionnel de ce que j'ai fait. Surtout à 12 ans, quand tu perds ta mère, j'aurais pu basculer de l'autre côté. Donc je m'estime vraiment chanceux d'avoir pu ben, faire ce parcours-là, d'avoir pu faire ma passion, mon métier. Donc je regrette rien. Si j'avais à faire les mêmes choses, je referais. Je referais exactement pareil parce que je m'estime vraiment ben, très chanceux, même si je crois pas vraiment à la chance. Je crois beaucoup au travail. Mais je pense qu'il y a aussi une part de chance et j'avais de toute façon ma petite étoile qui brillait au-dessus de ma tête, donc je ne pouvais que réussir en fait. C'est quoi le plus dur finalement dans toute cette carrière? Parce que dit comme ça, on comprend la fierté. Et une fois de plus, bien sûr, tu as raison de l'être en équipe de France, mais également en club, tu as des super titres. Mais j'imagine que ça n'a pas dû. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure à demi-mot, mais c'était quoi le plus difficile dans cette carrière finalement? Ouais, le plus difficile, c'est ben, les moments que tu passes pas avec ta famille. Hein. Les gens, ont tendance à voir le sportif sur le terrain, mais il y a beaucoup de choses même si j'aime pas ce mot, sacrifier, parce qu'on fait les choses, parce C'est des on choix. aime ce qu'on ouais, C'est on des fait choix. des choix, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut pas se permettre, parce que le sport de haut niveau demande une exigence extrême, pousser ton corps à l'extrême, être vraiment performant parce que la vérité du jour n'est pas celle de demain. Donc voilà, tu es constamment remis en question, tu te remets constamment en question. Donc voilà, à la fin, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment profité de tout ça en fait, parce que ça passe tellement vite. Et je me dis, avec toute la pression qu'il y a autour des matchs, des résultats, je sais même pas si on prend vraiment plaisir comme on était gamin quand tu jouais avec tes potes, quoi. C'est pas, je pense que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Comment On- on- de Sainte-Anne, le Sainte-Anne, on embrasse tous les Sainte-Annais s'il y en a qui bien. nous regardent le replay. Comment un gamin qui jouait à côté de chez lui sur un terrain à Sainte-Anne est arrivé à Pau? C'est quoi, quelle est la succession d'événements? Écoute, ben, on avait un grand frère, Ronnie Coco, qui avant nous jouait à Pau. Donc c'est grâce à lui qu'on est arrivé à Pau. Bon, il a suggéré l'idée aux dirigeants en disant, ouais, j'ai deux petits frères là. Bon, je pense que ça mérite d'avoir un petit coup d'œil sur eux. Donc c'est vraiment par ce biais-là et on le remercie. Mais je le remercie parce que c'est grâce à lui qu'on est arrivé à Pau. Mais Donc concrètement, ils se sont déplacés, tu es venu faire non, en France des matchs. même pas, hein. C'est vraiment mon frère qui a suggéré l'idée. Et nous, on est arrivé comme ça. En fait, moi, je suis arrivé comme ça. Alors, Que sur uniquement sur sa parole. exactement. Waouh! Exact. Sa parole, elle portait quand même. C'est Euh, prendre surtout des l'idée. Guadeloupéens comme ça, prendre des billets, tout payer pour les ramener à Pau, faut avoir une sacrée Ouais, confiance. surtout, ils avaient confiance en lui. Donc, du coup, mais en même temps, ils se sont pas trop trompés. Ouais, je crois qu'ils se regardent en disant oh, on a fait de bons choix, on n'est pas trop mal. sont, ils se sont bien rattrapés après. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas passé par Des, les détections, même si on a fait le Guy Marois, là, qui réunit la Guadeloupe, Guyane et Martinique. On a été le tournoi en France, mais on a vraiment été, je ne vais même pas dire repéré, mais on est arrivé à Pau grâce à notre grand frère.
Ouais, c'était un kit ou double, en quelque part. Quand qui t'apprend ça? C'est lui qui t'appelle et qui te dit, écoute, Flo, j'ai une idée, j'ai un super truc, tu vas venir à Pau, ça va bien se passer. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Et ensuite, comment tu le prends? Comment tu réagis à cette nouvelle? Tu te dis, c'est génial, ça va être magnifique, ou Bah, tu te dis, puis, déjà, bon, je regardais à la télé quand ils jouaient les finales contre Limoges. Donc forcément, quand ils revenaient en Guadeloupe, ils nous ramenaient des baskets, des maillots de Port Orthez. Donc, bon, c'était comme si j'étais parti là-bas, mais sans prendre l'avion. Mais c'est vrai que quand il m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, c'est vrai que j'étais vraiment content, même si je savais pas où j'allais mettre les pieds. Mais je pense que au fond de moi-même, je savais que c'était une opportunité énorme. Donc voilà, j'étais vraiment content et en même temps stressé de me dire oui, je vais me retrouver seul là-bas. Mais c'était une très belle nouvelle. ouais, parce que là, on est en quelle année? Il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas la vie. 97, 97, Ouais, je me rappelle. 17, les portables, ça n'existait pas, hein. C'était la Non, cabine pour appeler la famille là en Guadeloupe c'était avec les cartes unités. Là. ouais, c'était exactement ça. Donc, du coup, ouais, c'était un moment assez particulier quand même. Et en plus, quand ça vient de ton grand frère, tu ne peux qu'accepter. Donc Donc voilà. finalement, là, tu te dis c'est win or die. Tu vois, tu te dis je vais réussir, j'ai pas le choix en quelque part. Ah, mais pour moi, il n'y a jamais eu d'option B, en fait. Pour moi, Ouais. il n'y a jamais eu d'option B parce que déjà, je disais tout à l'heure, j'avais fait une promesse aussi à ma mère. Mais quand je partais là-bas, je sais que je représentais ben, déjà mon grand frère pour la confiance. Je représentais aussi mes grandes sœurs, mes grands frères, mon petit frère. Donc pour moi, il y avait, et ma famille surtout. Donc pour moi, il n'y avait pas d'option. Pour moi, il était inconcevable de revenir en Guadeloupe et avoir ce sentiment d'échec. Donc voilà, je me suis nourri de tout ça pour justement ben, ne jamais abandonner et toujours, ben, toujours avancer en fait. Donc ta carrière se passe. On a un petit peu discuté. En 2020, tu décides de déposer, de ranger les baskets de façon professionnelle, en tout cas officiellement. Qu'est-ce qui te pousse à arrêter et comment a été prise cette décision? Ouais, je pense que ça a été une décision mûrement mûrie parce que j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de tout, même si je pense que j'avais encore une année, mais honnêtement, je pense que j'avais vraiment fait le tour de tout ce que j'ai voulu accomplir dans le basket. Et après, c'est vrai que le Covid aussi est passé par là, donc forcément, ça a accéléré la décision. Mais au fond de moi-même, je savais que c'était vraiment ma dernière année, donc j'étais vraiment en paix avec ça. Et comme je dis souvent, ben pour moi, ça n'a jamais été un choc en fait, parce que je me suis jamais habitué à tout ça en fait. Pour moi, je voyais toujours le petit gamin qui jouait et c'est tout quoi. Donc voilà, ça a été une décision ouais, très simple à prendre parce que pour moi c'était C'était logique. ben, ouais, c'était logique et surtout la fin du jeu quoi, du petit gamin, il dépose enfin le ballon et voilà. Mais encore une fois, ouais, je c'était une décision que j'avais prise bien avant. En 2020, donc, tu décides que c'est terminé, en tout cas à niveau professionnel. Est-ce que tu continues à jouer au basket? Tu t'engages dans un petit club à côté ou tu te dis, ah non, moi, c'est fini? Non, non, c'est fini, même si de temps en temps, quand je fais des camps, ça me titille un peu et c'est vrai que j'aime bien aussi partager mon expérience avec les plus jeunes, donc ils sont aussi demandeurs de conseils, donc c'est vrai que je m'y prends au jeu parce que ça reste quand même ma passion et c'est vrai que voir un ballon, bah, c'est comme un aimant, donc ça m'appelle de suite, mais c'est vrai que c'est pas, non, je cherchais pas non plus à jouer ou trouver une salle où je puisse m'entraîner. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment mis ça à côté en fait. Quand tu t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais d'abord? Quelles sont tes premières pensées? Tu t'arrêtes et tu te dis, quoi, ça y est, c'est la liberté, ou tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment tu le vis? Non, Et les pas du premières tout. semaines? Non, les premières semaines, je ouais, j'ai pas dit un ouf de soulagement,
Mais c'est vrai que c'est quand même plaisant de se réveiller, se dire, ouais, aujourd'hui, je vais passer ma journée comme moi je l'entends, parce que nous, on est rythmé par des horaires d'entraînement, des horaires de match, des horaires de tout ce que tu veux. Donc, nos vies, c'est vraiment très planifié. Et se dire que passer une journée ou passer une semaine ou un mois où tu peux faire ce que tu veux, je pense que c'est super important pour un sportif parce que c'est une liberté, quoi, parce que c'est vraiment aujourd'hui tu fais ça, à telle heure tu fais ça. Et c'est vrai que les premiers mois, j'ai vraiment apprécié cette vie-là parce que c'est quelque chose que j'avais besoin. J'ai fait des choses. Ton temps, ton propre temps. Ouais, voilà, j'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé faire en activité, des sauts en parachute, des voyages, des choses où je pense que j'avais réellement besoin, histoire de me ressourcer, de me réoxygéner avant de pouvoir repartir dans un nouveau projet. Fais-nous rêver. Qu'est-ce que tu as fait de fou, de dingue? Alors, j'ai compris, c'est en parachute. Je sais pas quel pays tu as visité. Est-ce que tu as Ah, fait un road trip dans le monde? Qu'est-ce que tu as fait de dingue? déjà, je suis reparti plusieurs fois en Guadeloupe, déjà, ça c'est la base. Après, je suis parti à Mayotte. Ouais, Donc, j'ai fait le fameux saut en parachute à Mayotte. waouh. Euh, je suis parti en Colombie dernièrement. Je suis parti en Arabie Saoudite aussi. Je suis parti en Tunisie. Je suis parti un peu partout. Réellement, franchement, ça me plaît parce que je découvre le monde et je continue aussi à être dans le basket, dans le social aussi, quelque chose qui me touche aussi. Parce qu'en partant en Colombie, c'était vraiment avec l'association Peace and Sport qui prône la paix par le sport. Donc c'est quelque chose qui me touche parce que c'est les valeurs du sport. Et je pense que pour moi, la paix, le sport n'a pas de frontières. Donc voilà, je me déplace assez souvent pour des œuvres caritatives. Donc, tu en profites pour faire des choses qui comptent pour toi et dont tu n'avais pas le temps, tu n'avais pas ce temps-là à consacrer à toutes ces œuvres, puisque, évidemment, avec un emploi du temps de sportif de haut niveau, c'est compliqué. Quand tu étais en carrière, est-ce que tu avais entendu parler de l'après-carrière? Est-ce que c'était un sujet dont tu t'en intéressais? Personne n'en parlait? Comment tu envisageais la suite? Ou tu l'envisageais pas du tout? Ben, déjà, on se dit toujours, on a le temps. On a toujours le temps parce qu'on se J'aime dit, bien le petit derrière. hein. C'est que tu as fait un petit rire quand tu as dit on a le temps, tu as rigolé. Et Non, mais c'est vrai, quand tu es en activité, tu dis, ouais, j'aurai le temps de penser à ça. Mais ça vient tellement vite que t'as pas le temps, en fait. Parce que tu étais tellement pris par la performance et par l'exigence que demande le sport de haut niveau. Donc, il faut dire quelque chose, hein. C'est très, très compliqué d'allier l'activité et préparer, même si tu prépares quand tu arrives vers les 35, 36 ans l'après-carrière, mais quand tu as 25 ans, ben non, tu penses pas, puisque tu te dis, ouais, j'ai encore 10 ans au moins à jouer au basket, donc tu penses pas forcément à ça. Donc ça arrive vraiment vers la fin, quoi. Et malheureusement, des fois, on n'est pas vraiment préparé à l'après-carrière, parce qu'en activité, t'as pas le temps d'étudier ou te former sur autre chose. quelle est la différence entre ce que tu imaginais de l'après-carrière et de ce que tu vis réellement? Euh, Après, non, je me suis jamais imaginé une après-carrière, hein. Je pense que Tu je... Comment? n'avais pas le temps, tu n'as pas eu le temps d'y penser, tu n'as pas eu le temps de te dire comment ça va se passer Non, après. non, mais je suis plus dans l'optique de trouver quelque chose qui a du sens pour moi. Je pense que chaque sportif de haut niveau conçoit son après-carrière comme il l'entend. Moi, je cherche quelque chose qui aura du sens pour moi. Donc voilà, l'après-carrière, c'est moi qui va la construire. Et Donc, justement, à faire des choses qui ont du sens, c'est aussi faire des événements caritatifs, ouais, puisqu'il y a quelques jours, tu as organisé un événement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? D'où est venue cette idée? justement, Un off, pour hein, ça end s'appelle. off, ouais, pour la simple et bonne raison, moi, je suis issu d'une famille très modeste et je sais les difficultés qu'il y a aussi de rien avoir parce que j'étais aussi dans ce cas. Et je pense qu'avec avec beaucoup d'humilité, je le dis,
l'aura que j'ai, je pense que j'ai la capacité à fédérer les gens autour d'un projet, autour de valeurs qui font partie du sport. Et c'est vrai que c'est né de tous ces valeurs-là qu'on a en fait. Je suis pas le seul parce qu'on est 11 dans l'association. Donc c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc mettre tout en œuvre, d'organiser un gala, de vente de maillots, d'objets de sportifs de haut niveau. Et cette année, on a parrainé le handisport parce que je pense que c'est super important de les soutenir parce qu'ils font un travail sur le terrain énorme qui des fois sont invisibles pour les gens. Et je pense que c'est important de mettre en avant tous les gens qui œuvrent je vais pas dire changer, mais améliorer la vie des gens qui ont le plus besoin. Ouais, c'est vrai que ce sont des exemples par leur résilience, par leur capacité justement, on parlait d'antifragilité, à, à progresser, à oser aussi se montrer, parce que c'est pas toujours facile de se montrer quand on est différent, hein, peu importe. Je parle même pas de handicap, quand on a une petite différence, on se sent déjà en marge de la société, donc s'exposer comme ça et oser montrer, voilà, je suis comme ça et je valorise, je vais au-delà de mes limites. C'est vrai on a beaucoup de leçons à en tirer, donc bravo à toi. Donc, si je comprends bien, End Off, c'est une association qui a un but d'aider ceux qui sont un peu défavorisés, ou en tout cas moins. En fait, des associations déjà locales sur Metz et pas forcément prendre des associations qui sont super aidées par la ville, par le gouvernement, vraiment prendre des associations qui font un travail énorme pour nos jeunes. Donc voilà, ne serait-ce sur une soirée, les mettre en avant, récolter un maximum de fonds aussi pour eux, pour pouvoir continuer à mettre des projets et surtout aider les jeunes, tout simplement, parce que l'année dernière, on avait parrainé l'association SAIFA qui aidait à l'inclusion par l'art et la culture. Donc voilà, c'est des gamins qui sont issus de quartiers, j'aime pas trop ce mot, défavorisés, non, un peu, mais bon, ils sont partis à Paris, alors que les gamins, ils n'étaient jamais partis à Paris, ils ont vu Oui. la Tour Eiffel, ils ont vu, ils ont visité des musées, et je pense que c'est une vraie richesse de pouvoir, ne serait-ce, ouais, s'ouvrir l'esprit et voir autre chose. Donc ça peut susciter chez un gamin une vocation, et je pense que c'est vraiment là l'essentiel, quoi. On sent vraiment que tu es touché par l'utilité du sport, le sport utile, parce que Peace and Sport, c'est un sport utile, l'association End Off. Est-ce que c'est le secteur, j'ai envie de dire, le domaine dans lequel on va te retrouver dans les prochaines années? Comment tu vois la suite? Non? Comment je vois la suite? Mais je la vois radieuse. De toute façon, encore une fois, j'ai mon moteur qui me suit partout. Il y a pas Donc, non, qui n'a pas changé, ça le restera. Donc voilà, je la vois radieuse et je crois que j'ai lu. Ouais, j'ai lu un truc tout à l'heure, en plus, cet après-midi, en plus. On posait la question, comment tu vois le futur? Et la personne répondait, le futur, je la vois très brillante puisque c'est moi l'auteur. Waouh, bien, bien Euh, important parce qu'on a tendance à se victimiser en disant, surtout aux Antilles, on aime bien dire mon nipichon, tu vois, les gens ouais, me veulent sur moi, c'est toujours moi, mais c'est important de rappeler qu'en fait, on est responsable de notre expérience de vie. Et donc, puisqu'on est responsable de notre présent, on est aussi responsable de notre futur et on en est l'auteur, vraiment. Et c'est vrai que c'est un sujet récurrent avec mes clients. Donc, c'est bien que tu dis ça et que ça soit un grand champion qui le dise. Vous avez entendu? C'est pas moi qui le dis, c'est Flo qui le dit. Quelle est la mission? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de rester dans le basket? Tu as envie de, quelle est la mission que ouais, tu vas porter? Qu'est-ce que tu as envie de faire puisque tu en es l'auteur? ouais, déjà à la fin de ma carrière, j'ai voulu déjà me former. Forcément, j'ai commencé par mon diplôme d'entraîneur. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple, pas pas pour l'obtenir, hein, Pas mais puisque bon, tu connais tout le système de jeu. oui, oui, le côté pratique, oui, mais plus le côté théorie, montage de projet, faire un mémoire, tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui étaient
inconnu pour moi. Donc j'ai beaucoup appris aussi par rapport à ça. Et ensuite, après avoir obtenu mon diplôme d'entraîneur, j'ai forcément voulu passer un autre diplôme de directeur sportif. Donc voilà, c'est plutôt vers ça j'aimerais me tourner, être toujours dans le basket. Et en étant directeur sportif, j'avais aussi envie de comprendre aussi la psychologie d'un entraîneur, quoi. Parce que pour pouvoir prendre des décisions, il faut quand même essayer de comprendre comment réfléchit un entraîneur. Donc c'est pour ça, en amont, j'avais passé le diplôme d'entraîneur aussi. Mais ouais, je compte rester dans le sport parce que c'est quelque chose qui me parle et pouvoir partager mon expérience, mais surtout voir un projet grandir, bah, c'est ce qui m'anime en fait. C'est ce qui me stimule, ce qui me donne envie de me réveiller parce que le sport, rien n'est écrit, tout est remis en question à H24. Donc voilà, c'est quelque chose que je sais qui me plaira. Maintenant que tu es un peu de l'autre côté de la barrière, puisque tu es passé côté coach, côté directeur sportif, est-ce qu'il y a des choix que tu n'as pas compris à l'époque, d'un entraîneur ou d'un autre, qu'aujourd'hui tu te dis, ah ouais, si je C'est fais ce sûr. choix. Ah ouais, quand j'ai passé surtout le diplôme de directeur sportif, je me suis dit, ah ouais, les clubs, ils ont beaucoup de contraintes en fait. Des fois, nous les joueurs, nous on arrive, tu mets les chaussures et basta. Mais tu comprends pas pourquoi le club a choisi de partir en bus plutôt qu'en avion, parce qu'il y a quand même un budget à respecter, il y a quand même beaucoup de choses à respecter. Donc du coup, tu te dis, ah ouais, il faut quand même composer avec tout ça en fait. Tout ça, et quand tu es joueur, tu penses pas à tout ça en fait. Tu te dis ouais, le club ils font pas d'efforts alors que peut-être le bus c'est déjà un effort pour eux. Même si bon, il y a des fois où les clubs peuvent faire plus, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que quand tu passes le diplôme, tu apprends beaucoup sur les lois, la législative, des choses que tu peux faire, que tu peux pas faire. Tu peux pas mettre, quand tu signes un joueur, tu peux pas le mettre dans l'appartement où il va loger, tu dois le mettre à l'hôtel parce que c'est considéré comme déjà un contrat signé. Donc tous ces genres de trucs que tu repasses, tu te dis, ah ouais, en fait, tout ça, c'est pas fait par hasard, tout est calculé par rapport à des lois et par rapport à beaucoup de choses que tu dois respecter. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire que on porte cette parole aux joueurs pour qu'ils comprennent un peu mieux les choix, ou tu te dis non, c'est Non, je accessoire? pense qu'il faut leur parler, ouais. Il faut leur parler parce que le manque de communication, ben forcément, ça génère de Des l'incompréhension. Donc, si le joueur il est au courant, ben, comment, entre guillemets, fonctionne un club, je pense qu'il est plus à même à être tolérant par rapport à certains choix des clubs. Donc, je pense qu'il faut vraiment ouais, en parler, savoir comment fonctionne un club de l'intérieur, même si je sais que eux, ils sont vraiment focalisés sur le terrain, mais expliquer les choses quand il faut, quoi. On a compris que le dirigeant Flo Pietrus, je, je pense qu'il doit nous T'as vu, suivre. top à Cyril, Ronny. j'allais dire Cyril, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Je pense que Ronnie est en train de nous écouter, c'est pour ça que je lui fais un coucou. Mais on a bien compris que Flo Pietrus, il sera un dirigeant qui va communiquer avec ses joueurs. Mais est-ce que Flo Pietrus, le joueur, aurait eu le recul et la patience d'écouter les explications d'un fonctionnement de club, ou juste laisser ses chaussures pour donner le meilleur, ça suffisait? Honnêtement, oui et non. Je me disais aussi. Ouais, si un ancien joueur te le dit, ben forcément, ben, il est plus, on va pas dire plus crédible, mais plus à même à comprendre ce que ressent un joueur et un peu moins un dirigeant qui voilà. Donc je pense que oui et non, je pense que j'aurais écouté parce que par respect j'aurais écouté, j'aurais peut-être pas compris parce que j'étais pas formé, mais aujourd'hui je pense que ouais, il est nécessaire ne serait-ce ouais, d'évoquer le sujet quoi. Même si je sais que les joueurs ils n'ont pas forcément que ça à faire, mais en parler, ouais, et leur expliquer qu'on a pris cette décision parce que on estime que voilà, il y a un budget à respecter, ça et ça, quoi. Au moins, aujourd'hui, tu vas cumuler les deux. Tu vas cumuler l'expérience de l'ancien joueur et l'expérience du dirigeant. Donc,
que ta parole va être entendue différemment. Il y en a un autre qui va écouter ta parole différemment, c'est ton fiston, puisque Ouais, tu as un fiston qui suit tes traces. Tu as deux enfants, hein. On parle de l'homme Flo depuis tout à l'heure, mais tu as le papa Flo aussi, avec un garçon et une fille. Ta fille joue au basket? non, ma fille, elle joue pas, elle fait de la danse, c'est une artiste. Elle. Bon, écoute, tant mieux, on ira voir ses œuvres du coup. Et ton fils joue à Strasbourg, il me Ouais, semble. ouais, c'est Et ça. il y a eu un événement dernièrement, puisque ton ancien coéquipier, Nando De Colo, a été l'adversaire de ton fils. Et je sais que ça t'a ému. Pourquoi? Ben parce que déjà, un, ça me rajeunit pas. Et surtout, je me dis, c'est des joueurs avec qui j'ai joué, j'ai partagé des moments inoubliables. Et les voir contre mon fils, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait vraiment bizarre. Il n'y a pas que Nando, il y a Geoffrey, il y a Edwin, il y a Charles. Donc, beaucoup d'anciens coéquipiers. Et c'est vrai que c'est quand même c'est une vraie fierté de voir ben, son fils évoluer parmi ces grands joueurs. Donc j'étais vraiment ému et à la fois très content pour mon fils. Ton fils, quand il... j'imagine que très tôt, tu as compris qu'il avait une appétence et une envie de devenir basketteur. Tu étais plutôt content ou tu t'es dit, ah non, je préférais qu'il fasse autre chose, Ilian? Non, non, ça aurait pu être n'importe quoi. Hein. Moi, mes enfants, j'aurais toujours dit, hein, faites quelque chose qui vous rend heureux. Donc, mon fils, il a choisi le basket, ma fille, elle a choisi la danse. Donc voilà, tant qu'ils sont heureux, moi, je suis le père le plus heureux du monde. Donc voilà, maintenant, il a choisi le basket, donc je vais essayer de l'accompagner au mieux, lui faire partager mon expérience, parce que forcément, je suis passé par là. Donc voilà, on discute beaucoup parce qu'il y a forcément des moments qui sont agréables, des moments un peu moins agréables. Donc voilà, c'est aussi mon rôle en tant que papa de le conseiller sur ce que moi j'ai vécu et ce que c'est le sport de haut niveau. Quel genre de papa tu es du coup avec lui? T'es tout en dur, tu lui dis ce qui va pas, au contraire, t'es le papa qui rassure, t'es le papa. Quel genre de père tu es avec? Moi, je pense que je suis un père juste parce que lui, il a eu, entre Tu lui guillemets, dis erreur, tu t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire comme non, ça, comment ça se passe? non, non, Tu moi, démarres des matchs. non, si je regarde, mais moi, j'attends en fait qu'ils viennent vers moi. Parce que moi, j'ai toujours déjà respecté les entraîneurs qui sont quotidiennement avec lui. Donc, je lui ai toujours dit, et si tu as une question à poser, pose-le d'abord à tes entraîneurs. Et si tu veux, tu me la poses après à moi. Parce que j'ai toujours gardé aussi cette distance et vraiment dissocier les deux. Moi, je suis pas entraîneur, je suis ton père. Et j'ai envie que quand on se parle de père à fils et pas d'entraîneur ou d'agent. Non, non, parce que j'avais vu justement le documentaire de Neymar qui disait que c'était très compliqué pour lui de parler à son père parce qu'il ne savait pas Parfois, en effet, parce que argent ou s'il parlait au père. oui, c'est ça. Donc du coup ouais, j'ai toujours tenu à garder vraiment ce rôle de papa et voilà. Après, je lui donne des conseils sur ce qu'il pourrait améliorer sur le terrain, mais je lui dis d'abord d'aller voir son entraîneur et s'il veut, moi je suis ouvert, il peut me parler vraiment librement. C'est le papa qui loupe Euh, un match. Toi, tu vas regarder, même si t'es pas là, t'es pas dispo, tu vas regarder le replay. je regarde pas les replays, donc déjà je lui fais confiance parce que je l'ai éduqué d'une façon qu'il faut qu'il soit à fond tout le temps en fait. Il faut qu'il soit à fond tout le temps. Je l'ai toujours dit, hein. Joue comme si quelqu'un venait te voir jouer pour la première fois. Donc tu dois être tout le temps à fond en fait. Donc moi c'est tout ce que je lui demande, d'être toujours à fond, de donner le meilleur de lui-même. Et à partir de là, ben, les grandes choses arrivent, quoi. Est-ce que Donc, c'est difficile de garder cette distance, justement, de pas te mêler de sa prépa physique, de pas te mêler des combinaisons de matchs? Est-ce que c'est difficile de rester à ta place? ouais, ouais, parce que je suis pas au quotidien avec lui. Donc, après, les entraîneurs, ils demandent aux joueurs bah, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent des joueurs. Donc, je vais pas lui dire oui, fais ça, alors que l'entraîneur demande autre chose. Mais c'est vrai que sur certains systèmes, ben, je lui dis ouais, tu aurais pu faire ça mieux.
Ouais, t'aurais pu regarder ça mieux mais plus des petits conseils de lecture de jeu que vraiment lui dire hey, fais comme ci ou fais comme ça, quoi. Comment il le prend quand tu fais des retours comme ça? Ah, il les prend bien. Il les prend bien. Je sais pas s'il m'écoute tout le temps, mais, mais jusqu'à présent, il le prend bien parce que ouais, c'est de l'amour que j'ai pour mon fils. Hein, donc, il sait très bien que je lui dis les choses pour son bien, même si il entend peut-être 10 fois par jour. Bah, c'est toujours ouais, c'est 10 fois ma façon de lui dire ben, que je l'aime. Donc voilà, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de d'amour dans tout ce que je lui dis, quoi. Il a quel âge aujourd'hui, ton fils? Mais il va faire 19 ans le 19 juin. Le Donc là, il a signé, 20 il a signé à Strasbourg, du coup. Là, sa carrière pro est lancée. Ben, pas encore, parce qu'on avait fait le choix aussi de ne pas signer de contrat pro pour avoir un peu plus d'options, à la fin de la saison. Donc voilà, ça ne saurait tarder. Et pour la petite anecdote avec mon fils, qui est pour moi un signe de tout ce que tu veux, ben mon fils, il est né le même jour que ma mère. Ah, waouh! Ouais, j'avoue, le signe. Il est beau, le signe. En Ouais, plus, son premier, ton fils est plus grand des deux. ouais. Donc c'était le 20 juin et le 19, c'était la fête des pères. C'était un beau cadeau. Le plus beau des cadeaux pour un papa. Donc pour moi, il y a pas de hasard. Et pour une grand-mère aussi, Ouais, puisque son anniversaire, son premier enfant, exact. euh, qui suit un peu tes traces et qui porte haut le nom Pietrus, en fait, Ouais, finalement. même si je pense que ça le gêne pas. Hein. C'est plutôt les gens qui ont tendance à lui rappeler. En plus, il y a moi, il y a son oncle, mais lui, il nous voit comme son oncle et comme son père. Quoi. Et comme je le dis souvent, hein, ben, c'est pas nous, on court pas à ta place, on t'entraîne pas à ta place. Donc les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas à ta place. Quoi. Donc, La et pression du nom Pietrus, il la ressent pas non, non, particulièrement. non, 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 parce que lui, il s'amuse en fait. Il a pas choisi son nom, lui. Il a pas choisi son nom, il aurait pu porter n'importe quel nom. Je pense qu'il aurait fait les mêmes choses qu'il fait sur le terrain. Donc, un nom, c'est juste, c'est comme, pour moi, c'est comme un numéro sur un maillot, quoi. Donc, tu peux mettre le numéro 23, c'est pas pour autant que tu deviendras Michael Jordan. Oh oui. Tu as géré, donc, tu disais, ton après-carrière, après ta carrière. Est-ce que tu comptes faire différemment pour ton fils? Ou tu te diras, on verra step by step? Non, non, je pense que c'est lui qui va gérer au mieux sa carrière, même si je pense que je serai toujours dans les parages pour le conseiller. Mais, euh, mais non, je pense que c'est aussi important de le laisser mener sa vie aussi comme il entend, hein, comme il entend, parce que c'est important aussi de s'affirmer, c'est important aussi de grandir en tant qu'homme. Et voilà, je pense que être derrière lui non plus, ça lui servira pas pour la suite. J'imagine que, comme beaucoup, la NBA, c'est un objectif. Non, bien sûr, j'espère pour lui. J'espère pour lui, j'espère il a de très grands rêves. Parce que si tu veux devenir un joueur normal, ben ouais, vaut mieux pas jouer en fait. Donc, euh, donc il faut avoir des très grands, ouais, des très très grands rêves en fait. Parce que ces grands rêves-là te poussent ben, justement dans des moments compliqués de te dire oui, mais pourquoi je fais ça en fait? Et le pourquoi, pour moi, c'est super important. Dans chaque chose que tu fais, tu dois te poser la question, mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Et à partir du tu connais le pourquoi, ben tu sais mais pourquoi tu vas à l'entraînement, tu sais pourquoi tu te réveilles, tu sais pourquoi tu manges correctement, tu sais pourquoi tu dors. Donc ouais, je sais qu'il a des très grands rêves et il se donne vraiment les moyens de les accomplir. Ça me rappelle une phrase, alors j'oublie son nom, mais tu vas t'en souvenir, son surnom c'était Agent Zero, Zero, Ah oui, son nom c'est, je sais, c'est il a dit, Arenas. exact, Gilbert Arenas, il a dit dernièrement que il y avait trop d'Européens en NBA, que ça avait tendance à diminuer le niveau de la NBA. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une belle connerie. Hein.
Il en a dit des conneries, hein. Il en a fait des Ouais, conneries c'était, c'était. comme d'avoir des requins dans une piscine chez lui. Bon, c'est pas on va dire, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, quoi. Quand tu regardes bien, les meilleurs joueurs, les dernières MVP, sont que des Européens. Donc, t'as Yanis, t'as Gobert, Jokic, on a t'as Wemby. Luka Doncic. Donc, dire que les Européens ben, affaiblissent le niveau NBA, moi, je poserais plutôt la question, en fait. Je poserais plutôt la question parce qu'eux, ils avaient tendance à penser que la NBA, les Américains, c'était les rois du monde, même si, encore une fois, c'est pas complètement faux, mais l'écart s'est vachement réduit par rapport à une vingtaine d'années. Maintenant, les Européens, quand ils vont en NBA, ils s'imposent, quoi. Ils s'imposent, donc voilà, c'est plutôt l'écart qui s'est réduit parce que les Européens, quand ils partent en NBA, ils sont vraiment prêts à jouer. Il y a une préparation spécifique pour partir à NBA. Il faut physiquement. Je sais que Rudy, par exemple, il avait engagé un nutritionniste, quelqu'un pour lui faire à manger, pour avoir un certain nombre de calories afin de se remplumer parce qu'il était encore tout fin. Est-ce que c'est obligatoire de passer par cette phase avant d'aller en NBA? Enfin, avant, non, mais pendant, oui, parce que forcément, ben, tu passes de 34 matchs à 82 matchs, déjà, rien que ça, bon, rien que ça change. Donc, après, tu as les meilleurs joueurs du monde hein, qui sont NBA, donc des avions, physiquement, ils sont plus costauds, plus véloces, plus agiles. Donc, forcément, ben, tu as besoin d'un préparateur physique pour justement préparer ton corps à tout ça, à voyager. 2 jours après, tu te retrouves à l'autre bout des États-Unis. Donc forcément, bah, il faut te préparer. Et ça passe par l'alimentation, forcément, le repos, mais aussi le suivi médical et mental. Ouais, c'est vrai que Alexia Ginsa, hein, qui était dans mon podcast, The God One Podcast, disait exactement la même chose. Quand je lui ai demandé c'était quoi le plus difficile en NBA, il me disait que c'était non seulement le rythme des matchs, il parlait même pas du rythme des matchs, il parlait du rythme des voyages. Mm. Se retrouver ballotté d'un côté de l'autre du pays, c'était vraiment physiologiquement et physiquement difficile parce que c'est vrai que nous, on voit la France de Metz de Metz à Rouen ou au Havre. Mais les États-Unis, c'est certain, je sais pas combien de fuseaux horaires il y a aux États-Unis, mais faut pouvoir physiquement encaisser tout ça. C'est vrai que c'est particulier. On arrive maintenant dans une rubrique qui a été créée spécialement pour le live. Alors je vais te dire, puisque l'après-carrière, j'ai déterminé qu'il y avait 5 pôles de grands changements, des changements majeurs dans l'après-carrière. Et à chaque fois que je vais te dire un nom, un mot, tu vas me dire ce que ça t'évoque par rapport à, je sais pas, si c'est une anecdote, si c'est une pensée, si ce que, voilà, je vais te dire un mot et tu me dis ce que tu en penses. T'es pas obligé de répondre une phrase, hein, tu réponds ce qui te passe par la tête, ok? Si je te dis euh, rythme de vie dans l'après-carrière. Tranquille. Après la carrière, c'est plutôt une vie, un rythme de vie tranquille, quoi. Et c'est vraiment appréciable. Ouais, j'ai vu tout à l'heure quand tu parlais de ton rythme de vie. Ensuite, tu avais déjà un sourire pour dire ah, c'était cool. J'ai l'impression que ça, chaque fois que tu l'évoques, tu es relâché. C'est vraiment un moment où tu te dis purée, je respire quoi, zen. Ah, tu respires. Et j'en ai parlé aussi la semaine dernière avec Tony. Et il disait exactement pareil, en fait. Il disait exactement pareil qu'aujourd'hui, il peut programmer ses journées comme il entend et faire ce qu'il veut, en fait. Parce que toute une carrière, c'était rythmé par les horaires. Et aujourd'hui, il peut se permettre de vraiment programmer ses journées comme il entend. Ouais, et Tony, quand tu dis Tony, tu parles de Tony Ouais, Parker, bien évidemment. Parker. Ton rythme, aujourd'hui, à quelle heure tu te lèves le matin et qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Ben, je me lève bah, assez tôt parce que je suis pas du tout un gros dormeur et je continue à faire du sport parce que ça me permet déjà de commencer, de bien commencer ma journée, mais surtout une habitude que j'ai prise depuis tout jeune, hein. Et je pense que j'ai besoin de ça aussi pour me dépenser, aussi pour avoir la même hygiène de vie quand j'étais un peu moins quand j'étais sportif. Donc je me réveille et puis ouais, j'organisais le gala. Et puis je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup, comme je t'avais dit,
aller à la rencontre des clubs, voir comment aussi ils travaillent, commencer aussi à préparer justement l'après. Donc voilà, c'est vraiment des journées où sur un coup de tête, je peux partir aux États-Unis ou je veux partir en Guadeloupe ou partir voir des amis. Donc c'est vraiment pour l'instant un rythme de vie qui me convient. On parle de sport, donc on parle aussi de physique. C'est le deuxième mot là de cette rubrique. Quel est le rapport à ton corps aujourd'hui? Comment tu te vois? Est-ce que c'est important pour toi de garder le physique de sportif? Je serai jamais comme avant, ça c'est sûr, mais je C'est compte. OK pour toi? C'est OK, ça? Comment? C'est OK pour toi de changer physiquement? Ben oui, c'est ok, hein, parce que j'ai 43 ans aujourd'hui. J'ai pas la prétention d'avoir le même corps quand j'avais 25 ans. Donc non, non, je suis ok avec ça. Après, je souhaite quand même garder le sport dans mon quotidien, hein, parce que je me sens bien en faisant du sport et même pour ma santé mentale, je pense que faire du sport, ça me permet aussi d'évacuer, de penser vraiment à autre chose et de penser vraiment à soi. Donc voilà, le sport fera toujours partie de ma vie. Ouais, de toutes les façons, biologiquement parlant, puisque moi je fais des neurosciences, entre la dopamine, l'adrénaline et les endorphines, c'est sûr qu'on on a une habitude, une homéostasie biochimique qu'on appelle. Et c'est vrai que quand c'est modifié après la carrière, puisque certains arrêtent complètement le sport, et là ça peut devenir problématique, ça peut même entraîner des dépressions. Donc c'est sûr que c'est largement favorisant et c'est largement conseillé de continuer l'activité sportive, pas forcément à haute intensité, mais régulièrement. Tu fais quoi comme sport d'ailleurs? Ben, du fitness, Oh, du fitness. on est euh, tu fais pas les cours collectifs quand même. ah, On irait voir Flo ah, Petrus. après, c'est vrai que quand je pars là-bas, j'ai pas vraiment d'objectif en fait. Donc, euh, donc voilà, je peux courir 35 minutes ou 45 minutes. Donc j'ai pas vraiment, ouais, j'ai pas d'objectif. Quand j'étais sportif de haut niveau, je sais que j'avais un objectif. Aujourd'hui, je pars faire du sport pour vraiment prendre du plaisir. Je- Et pour aller à la plage avec un peu d'abdos quand même. ça, c'est le petit plus. Mais je pense que ouais, je profite quand même de la vie, des petites choses, les bonnes choses de la vie aussi. Hein. Je pense que c'est aussi important de profiter aussi de la vie. Donc, non, le sport, c'est vraiment un plaisir de faire du sport, quoi, plus qu'un objectif à atteindre. Tu parlais des voyages. C'est une réalité aussi. Un voyage, ça coûte. Donc là, on va parler du mot finance. Mm. J'imagine que tes revenus, comment tu t'es organisé aujourd'hui? Tu avais anticipé de façon à avoir des revenus, tu avais mis de côté, tu avais investi. Comment tu vis le changement de rentrée des revenus? Ben, déjà, il faut savoir que j'ai jamais été quelqu'un qui flambait. Hein. J'ai jamais été quelqu'un de dépensier. Et je pense que j'ai toujours même des fois un peu trop pensé à l'après, toujours en me disant et la peur de ne pas avoir. Je C'était pense que c'est surtout. une petite fourmi? Comment? Tu étais une petite fourmi? Tu mettais tout de Non, côté? quand même pas, quand même pas. Mais en tout cas, j'ai pas fait n'importe quoi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et Dieu merci, j'ai eu quelqu'un qui m'a accompagné depuis mes débuts. Et on a vraiment mis des choses en place pour justement ben, préparer. Lui, il a préparé l'après-carrière. Contrairement à moi qui jouait, lui, il a vraiment préparé l'après-carrière. Aujourd'hui, voilà, je vis de ce que j'ai mis en place. Et voilà, je suis vraiment content de lui avoir fait confiance parce que lui, pour le coup, il a vraiment préparé mon après-carrière. Donc aujourd'hui, la question des finances, des revenus, c'est pas ce qui t'inquiète le plus. Non, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Moi, j'ai vraiment envie de retrouver un projet où je me sentirais bien. Mais les finances, Oui, après, ils sont pas non plus illimités non plus. non, non. Hein, donc, En tout mais cas, pour se nourrir et pour assurer un ouais, certain voilà, pas. je peux me permettre on va dire, de payer mes factures comme tout le monde, quoi. L'entourage, c'est quand on parle de sport d'équipe, on parle d'un groupe, on parle d'un collectif, on parle évidemment d'un coach, de kiné, de gens qui gravitent autour de nous. Quand on quitte cette sphère-là, comment ça se passe? Comment on le vit?
ce sentiment peut-être de solitude? Est-ce que ça a été un sentiment de solitude? Au contraire, tu te dis, bon vent, je me suis débarrassée d'eux. Non, non. Après, je pense qu'on garde toujours contact, hein. On garde toujours contact avec le milieu du basket, des gens qui nous ont soignés. Après, on n'a pas d'affinité non plus avec tout le monde, hein. Bien sûr. Avec les gens tout au long de ta carrière avec qui tu as partagé des choses, où tu as sympathisé, tu gardes toujours contact. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Mais non, 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 il n'y a pas de, j'ai pas ce sentiment de vide. Donc voilà, hein, si la seule chose qui pourrait me manquer de tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment ce côté de partage avec tes coéquipiers, l'ambiance dans les vestiaires, l'ambiance dans les bus, parce que c'est à ce moment-là où tu penses pas au basket, en fait, tu rigoles parce que vous entendez super bien. Donc c'est vraiment ce côté un peu ouais, partage social qui pourrait manquer, parce que toute la carrière, tu as toujours été en bande. Aujourd'hui, cette bande ben, n'existe plus, en fait. À distance, À en tout cas, différent. distance. Donc, voilà, c'est juste ça, mais on garde toujours contact. Et c'est toujours un plaisir de les revoir à chaque fois que je les croise. Et ce qui me manque aussi, c'est les stages, les périodes de stage, quand tu partais comme ça très longtemps avec une équipe, que tu vivais des choses et puis tu as des souvenirs dont tu parles. Là, aujourd'hui, c'est vrai que tu pars plus jamais, enfin, sauf si tu fais colonie de vacances, mais quand tu as 40 ans, c'est plutôt rare de faire des colonies de vacances. Ça, c'est vraiment un truc qui me manque beaucoup. Et puis aussi, bon, étant athlète de haut niveau, c'est quand je courais à fond. Parce que quand tu cours derrière un bus, tu cours pas de la même façon. Est-ce que placé, tu sais, monter de genoux, ça arrive pas. Et c'est vrai que c'est des trucs qui me manquent toi aussi. C'est des trucs auxquels tu penses ou c'est passé derrière toi. Non, non, non. Non, Le père, il est en repos, il est cool, quoi. ah non, non, je pense pas. Non, franchement, j'y pense pas. C'est juste, comme je te disais, des ambiances de vestiaire et de bus, quoi. Mais sinon le reste, non, non. Je pense que j'ai vraiment, T'étais prêt. j'ai pas. T'étais prêt à Ah, arrêter. ouais, voilà, j'ai vraiment mis ça de côté. Pour certains, la question de l'identité aussi, elle est un peu remise en cause. Tu parlais de son pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève le matin? Qui je suis? Qu'est-ce que je suis devenu? J'imagine que quand on est Flo Pietrus, et qu'on a cette aura, l'aura dont tu parlais, on n'a pas le sentiment de perdre son identité ou de devoir la recréer. Non, parce que je pense que les gens m'ont vu plus qu'un basketteur, en fait. Et moi, c'est ce que je voulais vraiment que les gens ils retiennent de moi. Pas le sportif qu'ils ont vu sur le terrain, mais plutôt la personne et l'homme qu'ils voyaient quand ils discutaient avec. Donc voilà, moi, c'est qui m'importe le plus, c'est vraiment le sentiment que j'ai laissé aux gens, la trace que j'ai laissée aux gens humainement. Après, le côté sportif, non, c'est cool. Mais c'est vraiment cette trace humaine que j'avais vraiment envie de laisser aux gens, en fait. Donc, Aujourd'hui, tu es retraité depuis 2020, donc depuis 4 ans. Donc là, on a compris, hein, tu poses tes cartes au fur et à mesure, tu passes des diplômes, tu vas dans les pour voir un peu comment ça se passe, pour voir aussi comment tu peux apporter ton expertise, ton expérience. Qu'est-ce qui ferait que tu te dirais, j'ai réussi mon après-carrière? Je parle bien de l'après-carrière. euh, euh, quand je serai dans un endroit où je serai vraiment heureux. Et peu importe ce que je ferai. Ouais, C'est c'est le vraiment ça. principal. Comment? Aujourd'hui, c'est le bonheur le principal. Ouais, quand je ferai quelque chose qui a du sens pour moi. Je pense que c'est vraiment où je me dirais, ouais, j'ai réussi mon après-carrière. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Ça va être ma dernière question. Je vais te laisser. On peut le souhaiter. Ben écoute, à part la santé, je t'ai dit que je suis auteur de ma propre vie. Donc j'ai un bon stylo, il y a encore beaucoup d'encre. Donc je vais essayer d'écrire les plus belles pages de ma vie en fait. Après, comme je dis, c'est juste la santé pour moi et mes proches. Et le reste, comme j'ai toujours fait, je m'en occupe. Eh bien, on te souhaite donc d'avoir un beau stylo
rempli d'encre pour écrire plein de pages, d'accompagner ton fiston et ta fille aussi à s'accomplir tous les deux dans le domaine qu'ils ont choisi, parce qu'il n'y a pas que le basket dans la vie, bien évidemment. Et puis, merci beaucoup à toi d'avoir répondu. Merci de m'avoir accueilli sur ton live. Et puis, on se voit très vite. Moi, je suis pas en France, mais j'imagine qu'on se verra très vite. J'arrive en France d'ici quelques jours. Donc, quand on sans problème. On se fait une petite bouffe. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Si vous êtes sportif de haut niveau et que vous posez la question de la santé mentale, si vous voulez préparer l'après-carrière, eh bien, c'est mon domaine d'expertise aujourd'hui, puisque je suis experte et coach en neurosciences appliquées aux sportifs de haut niveau, à l'émotion et à l'émotion des sportifs de haut niveau. Donc, n'hésitez pas à me contacter ici, sur Instagram ou sur mon mail contact@vanessagladon.com. Si tu écoutes ce podcast, je te le rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Et n'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que rien n'est jamais perdu. Alors, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et abonne-toi sur nos 2 pages pour ne rien manquer. Allez, je te fais de gros bisous. Merci beaucoup, Flo. Bonne soirée. Ciao. Bye.